Je vous propose ce soir une conversation intimiste, cette fois avec le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée. Dans un immeuble centenaire de sa circonscription montréalaise de Rosemont, M. Lisée s'est ouvert, entre autres, sur les difficultés de la politique et des impacts sur sa famille. Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve ici au Technopole Angus, qui est en plein cœur de votre circonscription de Rosemont. Pourquoi vous avez choisi ce lieu-ci pour nous rencontrer? Bien, parce que c'est un lieu qui a énormément d'histoire. C'est ici qu'on construisait, depuis les années 30, pendant la guerre et après, les locomotives les plus puissantes au Canada. Donc, c'est les Shop Angus du Canadien Pacifique. Et ensuite, il y a une période de déclin, d'abandon, et ensuite de puissance créative et innovatrice. Donc, tout ça qui était un grand secteur à l'abandon a été repris en main par les citoyens, par des gens qui ont dit on va transformer ça, pas en supermarché ou en centre commercial, ce qui était la proposition, mais en lieu de vie, en lieu de création, en lieu d'insertion en emploi, en lieu de technologie, en gardant les piliers. Puis donc, je trouve que c'est toute l'histoire, puissance, déclin, revitalisation est incarnée ici. Et je trouve que c'est un bon résumé de l'histoire, y compris du Québec. Oui, c'est un endroit donc, qui parle beaucoup historiquement. Oui. Au moment de faire l'entrevue, on est exactement à une semaine du déclenchement officiel de la campagne électorale. Je me demandais dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis très serein. Je ne suis pas appréhensif sur l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Quand on se présente dans une campagne électorale, c'est comme la première d'un film ou d'une pièce de théâtre. Est-ce que tu as bien travaillé avant? Est-ce que l'équipe est bien choisie? Est-ce qu'elle est rodée? Est-ce que tu connais bien ton texte, c'est-à-dire tes propositions? Est-ce que tu as bien scénographié la façon dont ça serait fait la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine? Alors tout ça, moi, je suis très satisfait de ça. Puis c'est donc le résultat d'un travail depuis presque 2 ans que je suis chef du Parti québécois. Puis je trouve que nos fondamentaux sont bons. Ensuite, maintenant, il faut présenter la pièce, le programme, l'équipe, faire le débat. Donc, je suis très serein. Oui, donc vous dites que vous êtes serein. Vous en êtes à votre 3e campagne électorale, vous présentez en 2012, 2014, maintenant cette campagne-ci. Est-ce que cette élection-ci vous demande une motivation particulière? C'est pas du tout une question de motivation. La motivation est toujours là, mais c'est la première fois que je fais une campagne comme chef. J'ai été conseiller de chef, j'ai fait une campagne comme conseiller, une campagne référendaire aussi. J'ai fait une campagne comme député, j'ai fait une campagne comme ministre, puis là, c'est la première campagne comme chef. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le nombre de décisions qu'il faut prendre, la pression, évidemment, la tension, la responsabilité est beaucoup plus grande. Mais moi, une de mes grandes motivations depuis l'enfance, c'est la curiosité et la découverte. Et donc, le fait que c'est la première fois, ça me met de bonne humeur. C'est tout ça me met de bonne humeur. C'est des difficultés, c'est des arbitrages, c'est des... Mais non, je me dis, la prochaine campagne électorale 2022, évidemment, ça va être complètement différent, ça va porter sur l'indépendance, mais la mécanique, je l'aurais déjà faite. Alors, je veux profiter de la première fois. J'adore les premières fois. Donc, je sens quand même qu'il y a une certaine fébrilité au début de cette campagne électorale-là. Vous le dites, c'est la première en tant que chef, ça n'a rien à voir avec une autre campagne électorale. On le sait, c'est un rythme de fou, une campagne électorale, c'est 24/7, vous êtes scruté à la loupe, c'est amplifié par les médias sociaux, les nuits sont courtes. Comment vous comptez maintenir l'équilibre et vous garder en forme pendant les 39 jours qu'on va durer cette campagne électorale-là? Bien, moi, je fais de la natation. Le problème, c'est de trouver des plans d'eau pendant la campagne. Puis je sais que je ne pourrais pas autant, mais on marche énormément. On marche davantage en campagne, puis je le sais en tournée. Moi, je suis en tournée régionale depuis 2 ans que je suis chef du Parti québécois. Donc, puis on a maintenant sur nos téléphones intelligents la petite application qui dit combien de kilomètres, combien de pas, combien d'escaliers. Alors, toujours prendre les escaliers, très important. Ne jamais manquer une opportunité de monter ou descendre un escalier. C'est très bon pour le cardio. C'est bon pour le cardio. Puis je regarde. Est-ce que c'est 16 étages, 20 étages? Ah, 20, ça, c'est une bonne journée. Je fais une vingtaine d'étages. Mais aussi, il y a des moments dans l'autobus de transport. Ça fait que moi, je suis très bon à faire une sieste de 20 minutes pour me régénérer. Vous pouvez dormir comme ça? Oui, ça, c'est un grand talent. Je sais que les gens qui ne peuvent pas le faire, power nap. Je suis capable de faire ça lorsque c'est nécessaire. J'avais aussi beaucoup fait ça quand j'étais ministre des Relations internationales avec le décalage horaire. Oui, des fois, on arrivait à 7 h le matin. Première rencontre avec le ministre à 9 h.
C'est-à-dire qu'il faut faire semblant qu'il n'y a pas de décalage. Non, et puis, il faut faire attention à ce qu'on mange. J'ai trouvé qu'Obama avait la meilleure technique. Lui, il entrait dans un restaurant, puis évidemment, tout le monde pense que tu vas manger, là, les marchés publics, etc. Puis lui, il dit, ah, ça, c'est parfait, ça, je veux ça, ça, je veux ça, ça, je veux ça. Emportez-les pour emporter. Ensuite, il le faisait manger par le staff dans l'autobus. C'est pas pour manger sur place. Il a l'affaire, lui. Alors, c'est ça que vous faites. Vous maintenez la ligne comme ça, la forme de cette façon-là. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de faire une campagne électorale positive? Complètement, non. Parce qu'on est en comparaison, évidemment. On est en comparaison avec ce que disent nos adversaires. Les débats, c'est pas des discours alternés. Donc, pourquoi mon programme est meilleur que le tien? C'est le cœur de la campagne. Pourquoi mon équipe est meilleure que la tienne? Fait on dit beaucoup de bien de ce qu'on fait et de ce qu'on présente, mais évidemment, on critique l'adversaire. Mais je pense que ce qui est important, c'est que la campagne soit positive en ce sens que on ne soit pas alarmiste ou trop personnalisé sur les autres. Les attaques personnelles. Les attaques personnelles, c'est ça. Éviter. Mais il faut dire les vraies choses. Je veux dire, telle proposition de la CAQ, elle est dangereuse. Je veux dire, elle est dangereuse pour le français. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des bons. Alors, mais c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et évidemment, la presse, et c'est son rôle, puis j'ai été journaliste, alors je fais juste le comprendre, je ne le critique pas, adore la controverse. Aime mieux la controverse que la proposition. Ouais. Alors, il faut que la proposition soit très forte pour qu'elle batte la controverse. Puis en campagne électorale, il y a une controverse par jour. Alors, c'est un peu le combat qu'on a, essayer de passer notre proposition au lieu de réagir à la controverse du jour. Donc, les side shows, comme on appelle, essayer d'éviter ça ou de passer à travers ça. Vous êtes reconnu pour votre sens de l'humour, le monde le sait, excellent. Ça s'est reflété dans une campagne publicitaire au cours de l'été. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus d'humour dans les campagnes électorales? Bien, moi, c'est ma personnalité, que je tiens de mon père, Jean-Claude, qui nous a quittés quand j'avais 36 ans. Il prenait la vie avec humour. C'est un entrepreneur, donc ambition et humour. Je trouve que l'humour désamorce, l'humour fait passer des messages, puis c'est proche de l'amour. L'humour, c'est proche de l'amour. Quand c'est pas de l'humour grinçant, méchant, je déteste l'humour méchant. Mais en tout cas, moi, j'en fais de l'humour. Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis chef du Parti québécois, c'est parce que dans la course au leadership, les membres, les 60 000 membres qui ont voté, ont découvert que je n'étais pas juste l'intellectuel dont ils avaient entendu parler, que non, j'étais très sociable, très facile d'approche, puis que je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues dans mes discours. Ils ne sont pas scriptés. Des fois, ils arrivent. Là, je vois mes conseillers qui... Oh, une nouvelle ligne de blague qui arrive. Oui, je l'improvise. C'est très dangereux, très dangereux. Mais pour l'instant, pour l'essentiel, ça c'est bien passé. Vous n'avez pas peur de prendre des risques, effectivement. Vous n'avez pas peur de l'autodérision. Vous faites un peu... vous êtes différent des autres en ce sens, en campagne électorale. Vous menez votre Ça barque. fait partie de l'authenticité. Oui. Hein? Puis il n'y a personne qui va me changer. D'abord, est-ce que je suis un intellectuel? Oui. Puis j'en suis fier. Puis j'ai écrit plusieurs livres. Puis lorsque je suis dans un dossier de transport ou d'environnement ou de famille, je vais jusqu'au bout de la discussion de politique publique, puis combien ça va coûter, puis comment ça va marcher, puis dans la vie des gens. Oui, je suis un intellectuel pragmatique. Je suis aussi un peu gamin, un peu bout en train. Je suis un très bon public. J'écoute... moi, l'événement culturel de mon été, là, à part le débat sur Slav puis Canada, c'est le dernier Mission Impossible, que j'ai trouvé génial. Vous aimez beaucoup le cinéma. J'aime le cinéma, mais je suis très éclectique. Le cinéma d'action, je suis l'univers Marvel, je le connais, OK? Je ne fais pas semblant que, ah non, si c'est pas un grand film français d'essai. Non, je suis très bon public. Les gens ne pensent pas ça. Et puis j'aime les gens, puis j'aime le Québec. On parlait tout à l'heure de l'exigence des campagnes électorales. Celle-ci, outre le fait qu'elle va durer 39 jours, va être d'autant plus exigeante qu'il va y avoir 3 débats des chefs télévisés. Un le 13 septembre, un autre le 17, un autre le 20. On peut présumer que vous, en tant que conseiller politique, vous avez aidé des chefs à se préparer à des débats, mais pour vous, ça va être une première expérience. Oui. Quel effet cette part d'inconnu-là dans la campagne électorale a sur vous? Ah, c'est l'aspect qui me stresse le plus. Parce que, bon, d'abord, c'est extrêmement important. Moi, j'ai toujours été favorable à l'existence des débats.
je trouvais ça épouvantable quand un parti refusait un débat parce qu'il était en avance. C'est le moment où le plus grand nombre de citoyens prennent connaissance des programmes des principaux partis, peuvent juger de la qualité de communicateur, la capacité de contre-argument et aussi de l'attitude dans un moment de difficulté. Alors, ça dit énormément de choses. Moi, je ne pense pas que les gens disent « Ah, c'est factice ». Non, c'est un excellent exercice pour juger qui est le meilleur premier ministre à venir. Mais ça demande, pour l'aspect préparation, moi, je connais le programme de mon parti, je connais nos arguments, nos contre-arguments, mais en même temps, ça prend une part d'improvisation. Puis il faut être affirmatif, il ne faut pas être trop agressif. Alors, c'est tout ça là, que je saurai si j'ai bien performé après seulement. Bon, vous dites que c'est l'aspect qui me stresse le plus. Il y a toute la part de préparation. Comment, justement, vous comptez vous préparer pour les débats? Bien, moi, je pense que je suis favorable à ce qu'on fasse des pratiques avec des gens qui jouent le rôle de. Par exemple, avec Lucien Bouchard, je jouais le rôle de Mario Dumont. Puis je faisais fâcher Lucien Bouchard parce qu'il trouvait que Mario Dumont était trop bon. Mais je dis, il est bon aussi! Donc, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont faire qui vont jouer le rôle de Mme Massé, M. Legault, M. Couillard. Puis, tous les scénarios sont possibles. Bon, il faut entendre les pires contre-arguments. Il faut essayer de créer une situation où on n'est pas surpris par la réplique, par la question, Donc, il faut être à l'aise. Il faut élargir sa zone de confort en sachant qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais élargir sa zone de confort. Donc, c'est clair, vous n'arriverez pas là pas préparé. Vous allez vraiment vous préparer. Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, parce que c'est comme notre audition devant notre futur patron. Hein, c'est notre entrevue d'embauche devant 8 millions de personnes. Devant les électeurs, évidemment. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez faire la journée d'un débat et dans l'heure qui va précéder le débat? Bien, la journée du débat, on va faire un dernier tour de piste des grands thèmes. On va regarder s'il y a des éléments de dernière minute qui peuvent avoir un impact, parce que ça a déjà été le cas, qu'un élément de toute dernière minute a été essentiel au débat. Mais calme. Est-ce que vous allez faire le vide autour de vous? Est-ce que vous allez faire un power nap? Vous allez être avec votre blonde? Je suis sûr que je vais être avec ma blonde, dans les dernières heures, puis qu'on va parler d'autres choses. On va jaser d'autres choses. On va faire des blagues. Ouais. Ça vous calme? Oui. D'avoir votre blonde à côté de vous? C'est clair. Okay. Oui, ça me sécurise beaucoup. Je comprends, effectivement. Je veux revenir sur votre engagement en politique. Vous êtes donc entré en politique en 1994 comme conseiller de M. Parizeau, évidemment après une carrière prolifique en journalisme. Votre raison d'être, votre raison d'entrer en politique, c'était la souveraineté du Québec. Vous êtes derrière la stratégie référendaire de 1995. Bon, par la suite, vous avez fait le saut comme candidat en 2012. Ministre, maintenant, vous êtes chef de parti. La souveraineté a été au cœur de votre engagement en politique. J'aimerais savoir jusqu'à quel point ça a été difficile pour cette campagne électorale ici de ne pas promettre de référendum pour vous. Ah, ça a été très facile. Très facile. Oui, parce que mon objectif, c'est de réussir l'indépendance. Et donc, c'était d'ailleurs la raison de ma candidature au leadership du Parti québécois. En 2016, je regardais, Alexandre se présentait, Véronique Yvon, Martine Ouellette. Je dis, est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui va dire qu'il faut être lucide et que pour réussir l'indépendance, il faut la faire en 2 mandats et que si on essaie de la faire en 1 mandat, c'est-à-dire d'imposer un référendum à cette élection-ci, les gens vont dire non et que donc on va échouer. Et comme il ne le disait pas, je dis, mais il faut que quelqu'un le dise. Puis je sentais que j'avais une responsabilité de dire aux membres du Parti québécois, savez-vous, pour réussir, il faut se donner 4 ans de plus. Et je les ai convaincus. Puis lorsque j'ai commencé à dire ça, des commentateurs ont dit « c'est un suicide, on ne peut pas dire ça au Parti québécois ». Non, moi, j'ai fait le pari de la maturité puis de la lucidité des membres et des militants du Parti québécois. Puis c'est un pari qui a été gagné. Puis c'est par indépendantisme que je l'ai proposé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on veut que des souverainistes soient au pouvoir le 1er octobre. Dans l'année qui va suivre, en 2019, il y a une élection fédérale où sur la Davie, par exemple, il y a 500 chômeurs alors qu'ils cherchent du monde dans les chantiers navals de Halifax puis de Vancouver où les Québécois envoient 20 milliards de dollars pour créer des bonnes jobs. On va faire la démonstration que le Québec n'a pas sa juste part. En 2020, on va mettre à jour les études sur la souveraineté que Robert Bourassa et Jacques Parizeau avaient demandé. En 2021, ça va être le temps pour un congrès du Parti québécois
qui va dessiner l'offre indépendantiste qu'on va présenter en 2022. Puis en 2022, ça va être le thème de l'élection. Alors, c'est une stratégie pour faire l'indépendance dans le deuxième mandat, en sachant qu'il n'y a pas de référendum dans le premier. Oui, mais quand même, avec le résultat que pour la première fois depuis 50 ans, la question nationale ne semble même pas être au cœur des enjeux pour cette campagne électorale-là, jusqu'à quel point, quand même, vous, ça vous désole? Ben moi, ça m'enthousiasme. Ça vous enthousiasme? Ben oui, parce que, puis je pense que, tu sais, on va bien l'expliquer pendant cette campagne-ci, au début, au milieu et à la fin, comment c'est une façon de réussir l'indépendance. Évidemment, ceux qui ne veulent pas faire l'indépendance peuvent voter pour nous parce que dans le premier mandat, il n'y aura pas de référendum, mais tous ceux qui veulent faire l'indépendance disent, bien là, regardez, si on élit la CAQ puis le PLQ, ça n'arrivera pas, ce que je viens de dire. Mais si on élit le Parti québécois, en plus, on va redonner de la fierté et de la confiance à la nation sur les autres grands thèmes pour faire ce pas en 2022. Non, mais on fait ça, entre autres, pour ça. Ma motivation en politique, c'est l'indépendance, le progrès social, l'épanouissement du Québec, qu'il soit économique, social, culturel, linguistique. Mais non, moi, je suis là-dedans pour ça. Oui, donc vous ne regrettez pas qu'on ne parle pas de référendum à cette élection-ci? On ne parle pas de référendum, on va parler d'indépendance. J'aime beaucoup mieux qu'on parle du fond des choses. Pourquoi est-ce qu'une nation aussi extraordinaire que la nation québécoise serait condamnée à vivre dans la maison de son voisin pour toujours? Moi, je ne comprends pas ça. On va parler d'indépendance, on ne parlera pas de référendum. Si c'était à refaire, vous referiez la même stratégie? C'est la meilleure chose à faire. Avez-vous eu des maîtres à penser en politique, des personnages qui vous ont inspiré? Bien, au Québec, évidemment, René Lévesque est une figure emblématique. C'est une boussole politique, c'est une boussole d'ambition pour le Québec et aussi de connexion avec l'âme québécoise. C'est une boussole éthique très, 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 très forte. Ayant travaillé avec Jacques Parizeau et avec Lucien Bouchard, donc, parfois j'ai des réflexes, des façons de voir les choses, des façons de faire des choses, puis je le sais là en arrière de la tête, ça c'est du Parizeau tout craché, ça c'est du Bouchard tout craché. À l'étranger, des gens qui ont changé le réel par volonté politique et ingéniosité. En ce moment, mon héros, ça a longtemps été De Gaulle et Franklin Roosevelt, mais en ce moment, c'est Theodore Roosevelt. Pourquoi? Parce que Theodore Roosevelt, au tournant du siècle, d'abord, c'était un républicain progressiste. Il s'est battu contre les monopoles, contre les cartels. Il a établi les bases des droits des travailleurs, de la santé-sécurité. Il a reconnu, c'était le premier environnementaliste qui a créé les premiers parcs nationaux. Il a créé un vrai dialogue avec les nations autochtones. Je veux dire, c'est énorme. C'est énorme ce qu'a fait Theodore Roosevelt. Il a modifié le réel et c'était un personnage d'une très grande volonté. Alors, je trouve que je n'arriverai pas à sa cheville, là, mais je dis, écoute, si on peut changer le réel comme lui l'a fait... Parce qu'il est un grand progressiste. C'est un grand progressiste, OK. oui. Tout à l'heure, vous nous disiez, bon, moi, je passe pour un intellectuel. Je voudrais vous parler justement de l'image publique. Les politiciens se plaignent souvent que l'image qu'ils projettent dans le public n'est pas conforme à la réalité. Vous, justement, vous le disiez, vous passez pour un intellectuel. Les gens disent, certains disent que vous êtes arrogant, que vous êtes fendant même. Pourquoi pensez-vous que les gens pensent ça de vous? Parce qu'ils ne me connaissent pas assez. C'est super. Puis je leur en veux pas. J'ai eu une série de caricatures là, où on me montrait Henri Richelieu, grand seigneur. Le fait d'avoir été conseiller, il y a quelque chose d'un peu louche. Il a été conseiller de Parizeau-Bouchard. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Ça fait que j'en veux pas à personne. Puis je dis, bien, c'est à moi de me montrer tel que je suis. Et une campagne, c'est le moment d'exposition maximale. Et ce que disait Lucien Bouchard là-dessus, c'est une élection, c'est un décapant. Si tu as essayé de mettre du vernis puis de la couleur qui n'est pas la tienne, ça va partir. Puis tu vas être vu tel que tu es. Bien, moi, j'espère ça, puis j'accueille ça. Bon, justement, je vous prends un mot là-dessus parce que je lisais dans un portrait de vous qui a été publié il y a quelques années que souvent les gens disent de vous que vous êtes supérieurement intelligent et que ça vous agace. Ça vous agace, que vous aimeriez mieux que les gens disent il a l'air cool, il est drôle, j'aimerais ça aller prendre une bière. Exact. C'est toujours vrai. Bien,
Si je vous demandais justement de décrire, c'est qui le vrai Jean-François Lisée? Parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de le connaître. Comment vous décririez, vous, Jean-François Lisée, le vrai? Ben moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le père avec ses 5 enfants qui... je vais donner alors, là, vous savez la chanson Qui a volé l'orange de Gilbert Bécaud? Oui. Qui a volé l'orange du marchand? Alors, avec mes enfants, à table, cet été, on a créé le procès. On a dit, ben, toi, tu es accusé d'avoir volé l'orange, toi, tu es le procureur, toi, tu es la juge. Puis là, on va avoir les arguments puis les contre-arguments. Puis on fait le procès pour savoir s'il a volé l'orange du marchand. C'est ça, moi. C'est inventer l'idée qu'on va s'amuser autour d'une idée comme celle-là. C'est l'image qui me vient. Ça, c'est moi. Vous parlez de vos enfants. J'ai fait une série d'entrevues avec des anciens politiciens il y a quelques années pour un documentaire politique. J'ai été à même de constater combien la politique, c'est un sacrifice immense qu'on s'impose à soi-même et qu'on impose à sa famille. Comment vous conciliez-vous votre engagement politique avec le sacrifice que ça veut dire pour vous et pour votre famille? Bon, moi, ma situation est complètement hors norme. Complètement hors norme, puis je n'ai pas choisi le fait que... Bon, j'ai 5 enfants. Les 2 grands, je les ai élevés jusqu'à l'âge de 14 ans et ensuite, leur mère a décidé de déménager en France et nous avons fait le choix qu'ils maximiseraient le temps avec les 2 parents s'ils étaient principalement avec elle et avec moi pour les vacances et une séquence. Et pour mes 3 jeunes filles aussi, je n'ai pas choisi le fait que la mère est en France et que je les vois. On essaie de faire une séquence aux 5 semaines. Alors, c'est un sacrifice. C'est pas ça que je voulais, c'est pas comme ça que j'entrevoyais les choses. Mais ma philosophie, c'est tirons le maximum de la situation. Alors, je dis à mes enfants, quand on est avec papa, on en tire le maximum. Quand on est avec maman, on en tire le maximum. Puis moi, bien, politiquement, c'est sûr que lorsque mes enfants ne sont pas là, il y a juste ma grande qui est maintenant à l'université à Montréal, bien, ça me donne plus de temps pour me consacrer. Je verrais mal dans ma situation si mes 5 enfants étaient au Québec en permanence, que je puisse vraiment être premier ministre. Ça serait plus difficile. Mais j'imagine votre famille d'autant plus précieuse pour vous que vous êtes arrivé sur le tard. Je pense que vous avez eu votre premier enfant à 40 ou 41 ans. Oui. Dans un blog que vous avez écrit il y a quelques années, mais que vous avez republié récemment, vous donnez 1000 raisons d'aimer la paternité. C'est très touchant ce que vous écrivez. Entre autres, bon, vous dites raison, les câlins, bon, les attaques de bisous, les concours de bisous, les câlins collectifs, les câlins express. Pendant que vous faites de la politique ici au Québec, vos 5 enfants, ou en fait 4 de vos 5 enfants vivent en France. Jusqu'à quel point c'est difficile pour vous? J'ai fait la paix avec ça. Puis pour moi, l'essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'on se parle et à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Puis que la qualité de la relation, dès l'aéroport, dès le moment, c'est... Bon, eux, ils ont intégré ça. Moi, j'ai intégré ça plus difficilement. Mais une fois que c'est intégré, tu dis, est-ce que la qualité de la relation est là? Est-ce qu'on perd le fil? Ma crainte, à un moment donné, c'était, est-ce qu'on va perdre le fil? Il ne faut pas perdre le fil. Il faut toujours avoir cette présence, puis se dire des secrets, puis se dire des confidences. Puis moi, ça me met de bonne humeur quand ma fille s'est fait un bobo, puis m'appelle. Parce que sur le téléphone, il y a la composition automatique pour papa. Je viens de me faire un bobo à mon genou. Je suis content qu'elle m'appelle pour me le dire, même s'il est 3 heures du matin. À cause du décalage. Oui. Il faut perdre un peu le fil. Vous dites quand même que vous avez intégré ça plus difficilement. Oui. Ça a été... Oui, bien, parce que, tu sais, on avait acheté une maison pour les 5. Puis moi, je voyais la table des 5. Puis ce qu'on recrée chaque été, qui est un moment extraordinaire. Puis quand j'ai dû, à un moment donné, je me suis rendu à l'évidence qu'il fallait que je vende ma maison parce que ça n'arriverait pas. Puis ça a été le moment le plus difficile, de faire le deuil du fait qu'on serait 5 enfants à table avec le père. Ouais. Concernant l'avenir maintenant, les analystes en politique, plusieurs en fait, s'entendent pour dire que les chefs des 3 principaux partis dans cette campagne jouent leur avenir politique. C'est-à-dire que dans le cas d'une défaite,
il va y avoir des décisions à prendre, vous allez avoir une décision à prendre. Est-ce que c'est une pensée qui vous habite beaucoup pendant la campagne électorale, que vous êtes en train de jouer votre avenir politique? Non, parce que d'abord, c'est imprévisible. Alors, moi, je suis vraiment tourné vers l'action, la solution. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut avoir la sagesse de ne pas se complaire dans ce qui est imprévisible. Les électeurs prendront une décision le 1er octobre et on respectera la décision. Puis elle peut être... Il y a tellement de scénarios différents que ça ne sert à rien de gaspiller du jus de crâne sur l'ensemble des scénarios. Non, moi... Puis comme j'ai vu neiger, je sais qu'il y a des retournements Moi, je suis complètement concentré sur la tâche de gagner cette élection. Est-ce qu'il vous arrive de penser à l'après-politique, ce que vous allez faire quand ça va être terminé, la politique pour vous? Oui. Après, disons, au moins 2 mandats dans un Québec indépendant, il y a des tas de livres que je n'ai pas eu le temps de lire. Évidemment, plus de temps avec mes enfants qui sont un peu plus grands. Mais ça a été un grand bonheur pour moi d'écrire des livres dans lesquels tu peux mordre. Tu sais, quand j'ai écrit Dans l'œil de l'aigle sur la relation entre les États-Unis et le Québec, une grande enquête, révéler quelque chose d'important à la connaissance. Les livres sur le tricheur, le naufrageur, c'est une grande enquête. Puis des fois, quand j'écris un livre, là, tu sais, bien fait, puis il y a de l'enquête, puis il y a un récit, puis je me dis, il m'en reste un à écrire. Puis je ne parle pas d'écrire mes mémoires, etc. Il me semble... Puis je ne sais pas si ça va arriver, mais j'aimerais ça en écrire au moins un autre. Sur quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas de sujet. Mais tu sais, l'idée de dire, bon, ben là, tu es sur la page blanche, tu vas faire une grande enquête, tu vas te mettre dans la peau des personnages, tu vas raconter quelque chose avec un angle qui n'avait pas été fait avant. J'ai encore ça en moi. Donc, peut-être un prochain livre dans une autre vie, dans votre vie après la politique. Exact. Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que pour l'instant, évidemment, vous vous concentrez à la tâche d'être élu le 1er octobre prochain. Vous êtes élu premier ministre. Quelle est votre première décision le matin du 2 octobre? Votre premier geste, qu'est-ce que vous faites? De remercier les Québécois de leur élection. Le lendemain de mon élection de 2012, je suis allé me planter à 6h30 au coin Saint-Michel-Papineau avec une pancarte disant « Merci ». Alors, trouver une façon de remercier les Québécois le lendemain de l'élection. Qu'est-ce que ce serait votre premier geste envers Ottawa, votre première décision ou geste envers Justin Trudeau? Bien, moi, je pense que je vais demander à rencontrer le premier ministre pour lui dire que ça n'a pas de sens, que le Québec n'est pas sa juste part des investissements productifs au Québec et que de nous prendre 20 milliards de dollars pour l'investir à Halifax puis à Vancouver, c'est inacceptable. Et je vais lui dire, qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir l'équité dans les investissements fédéraux où le Québec n'a pas sa juste part? Dernière question, donc je termine là-dessus. Si on était dans le salon d'une famille québécoise, et qu'un membre de la famille vous demande où vous aimeriez voir le Québec dans 20 ans, en 2038, qu'est-ce que vous répondez? J'aimerais voir le Québec comme étant un lieu où la qualité de vie est reconnue comme étant une des meilleures au monde. Parce que les familles sont au centre des politiques publiques, parce que chaque enfant, peu importe le revenu de sa famille, peut faire des études supérieures, puis peut réussir. C'est un endroit où la réussite est possible pour chacun, où les communautés sont épanouies, où le Québec indépendant est un acteur positif pour la lutte au changement climatique, pour la médiation dans les conflits. Nous, on n'est pas fort dans le militaire, mais on est fort dans la négociation, la médiation, aider les populations qui sont en difficulté à cause de problèmes, de catastrophes, etc., puis que le Québec soit reconnu comme une puissance moyenne, mais bénéfique à la planète. J'aimerais ça qu'on soit là. Jean-François Lisée, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. On va continuer de vous suivre. Merci à vous. Merci. Au revoir.